Bienvenue à vous toutes et tous pour cette nouvelle édition de notre conférence dédiée aux perspectives économiques, financières et boursières, qui lance notre nouveau cycle de conférences pour Patrimeta en 2026. Alors, bien évidemment, en premier lieu, je voudrais vous adresser tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Alors, oui, bien sûr, une excellente santé, bien sûr, beaucoup de bonheur, et puis aussi beaucoup d'actifs nouvellement confiés pour vous sur cet exercice. Je pense que là, ça n'a pas dû manquer sur les dernières semaines de décembre. Donc là, j'espère que cette tendance va fortement perdurer. Alors, vous avez sûrement constaté que nous traversons une période charnière, donc entre ralentissement économique dans certaines zones, résilience surprenante dans d'autres, politique monétaire en transition, tension géopolitique, ouais, il n'y a que ça maintenant, sur les chaînes d'infos en continu, réallocation massive des flux d'investissement. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est simplement essayer de comprendre ce qui se joue réellement derrière les chiffres qui ne sont toujours très fiables, identifier les tendances durables et éclairer les décisions d'investissement pour les mois à venir. Alors, pour cela, nous avons la chance d'accueillir Eve-Marie Daillon de AMD Patrimoine. Bonjour Eve-Marie, merci de ta présence. Bonjour Et Pascal. puis, deux stratégistes de marché très reconnus, que vous avez découvert sur l'écran, qui vont nous aider à décrypter l'environnement macroéconomique mondial, les dynamiques sectorielles, les styles de gestion en mouvement, les signaux microéconomiques à ne pas manquer. Tout ça, ça fait un gros programme aujourd'hui. Merci à Christopher, merci à Pierre. Eve-Marie, je te laisse la main pour introduire vos invités et puis lancer le débat qui va être intense. Merci Pascal et meilleurs vœux à toutes et à tous. Donc, je suis redescendue de mon télésiège pour animer ce débat consacré aux perspectives économiques, financières et boursières pour 2026. Donc, l'année 2025, rappelons-le, avait commencé sur des chapeaux de roue avec l'élection de Trump, suivi des différentes annonces sur les droits de douane. Nous sortons là aujourd'hui d'un cycle marqué par des chocs successifs, toutes ces dernières années, inflation, resserrement monétaire, tensions géopolitiques, et il y a une réorganisation des chaînes de valeur. Et je pense que nous entrons encore dans une phase charnière où les marchés cherchent à redéfinir finalement leurs repères. Donc, qu'en sera-t-il pour 2026 ? Les incertitudes viendront-elles toujours des annonces américaines ? En tout cas, elles ne manquent pas en ce début d'année. Le débat s'annonce passionnant dans un environnement qui est toujours plus complexe et volatile. Mais du coup, qui dit complexe et volatile dit potentiellement riche en opportunités. Donc, ce qui nous intéresse avant tout, c'est la manière dont nous allons traduire ce contexte dans nos allocations d'actifs. Et aujourd'hui, grâce à nos deux experts de tout premier plan, Christopher Dambic, qui donc représente la société Pictet Asset Management, et Pierre Puvassé, le porte-parole de la gestion à la financière de l'échiquier, nous allons tenter d'éclaircir ensemble, décrypter et analyser les tendances. Donc, merci pour votre présence et donc rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, Christopher, Pierre, comment aujourd'hui qualifieriez-vous l'état de l'économie mondiale ? Est-ce que le ralentissement est maîtrisé ? Est-ce qu'il va y avoir un atterrissage brutal évité ? Ou une simple pause pour un nouveau cycle. Donc, quel est votre avis, Pierre, si vous voulez commencer ? Alors, merci Eve-Marie. Bonne année à toutes et à tous, pour ceux que je ne vois pas. Peut-être rapidement, quand on regarde un peu les prévisions sur 2026, on se rend compte que la croissance mondiale devrait être quasiment équivalente à celle de 2025. Après, quand on rentre dans le détail, effectivement, il y a un certain nombre d'interrogations sur les États-Unis, avec, je dirais, beaucoup de dispersion sur les différentes analyses qui sont à notre disposition. Ça va de prévisionnistes qui pensent qu'il n'y aura pas de croissance, bon, ce qui nous semble très excessif, à des prévisionnistes qui pensent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 3% de croissance. Bon. Je dirais, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, il y a des éléments de fragilité, en tout cas, sur
le marché de l'emploi aux États-Unis, avec la complexité qui est liée, bien sûr, à l'impact du shutdown et les difficultés peut-être à avoir les toutes dernières statistiques. Mais je dirais, en tout cas de notre côté, à la financière de l'échiquier, on est confiant en fait sur l'environnement mondial, en fait, avec toujours une bonne dynamique sur les émergents, une dynamique modérée, mais enfin, malgré tout, plutôt pas mauvaise sur l'Europe, entre autres, grâce au plan de relance allemand, mais pas simplement à l'utilisation de l'outil budgétaire par beaucoup d'États, et une situation aux États-Unis qui, à notre avis, devrait rester plutôt bonne, ou du moins avec une croissance entre 2 et 2,5%, donc peut-être légèrement inférieure à celle de 2025, mais toujours, je dirais, correcte. Et puis n'oublions pas, je suis désolé Christopher, la réponse est un peu longue, mais n'oublions pas qu'on a aussi les banques centrales de notre côté, hein, avec des banques centrales qui sont proactives, des États qui sont proactifs. Je dirais tout ça nous semble plutôt positif, sinon encourageant. Voilà. Christopher, du coup, d'un point de vue macro global, donc quelle est votre analyse à la financière de... Ah, pardon, chez Pictet. Il n'y a pas eu encore d'inversion des rôles. Mais alors, très clairement, on est sur une croissance mondiale pour nous qui est au-dessus de son potentiel, donc entre 2,5% et 3%. Ça veut dire que c'est un rythme de croisière qui est plutôt très bon. Vous avez 3 facteurs qui jouent. Pierre l'a rappelé, effectivement, on a notamment, bien sûr, la dynamique au niveau des pays émergents qui reste excellente, et pays émergents notamment hors Chine. Hein, donc, c'est un point qui est important à prendre en considération. C'était le cas également l'année dernière. L'autre élément, c'est qu'on commence à voir quand même dans beaucoup de zones développées des gains de productivité qui sont conséquents. C'est le cas notamment du côté américain, c'est quand même nettement moins le cas en zone euro. Les gains de productivité, on sait qu'aux États-Unis, sont notamment liés à l'introduction de la technologie. Alors attention, c'est pas uniquement l'intelligence artificielle, ça prendra plus de temps. On a aussi des problèmes de calcul de l'impact de la productivité lié à l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est le deuxième facteur à prendre en compte. Et Pierre l'a mentionné aussi, hein, mais évidemment, je pense qu'on se rejoint. Peut-être que c'est le plus important d'ailleurs, c'est la liquidité. Vous avez des banques centrales qui ont fait le job en 2025. Alors certes, on aura la Banque centrale américaine qui va baisser ses taux cette année, mais globalement, le cycle de baisse de taux au niveau mondial est derrière nous. La bonne nouvelle, c'est que ça continue d'irriguer en fonction des études entre 9 et 12 mois l'économie réelle, donc grosso modo toute l'année 2026. Si vous regardez tous les indicateurs aujourd'hui en termes de liquidité, vous avez une liquidité qui est extrêmement abondante. Un agrégat monétaire comme l'agrégat monétaire M2 aux États-Unis a atteint au mois de novembre un record historique. Donc, il y a beaucoup d'argent. Point d'attention, certes, il y a beaucoup d'argent. Parfois, cette liquidité, en revanche, allouée pas partout sur le marché, ce qui veut dire qu'on peut avoir aussi des chocs, comme on avait vu en 2025. Mais en revanche, la dynamique structurelle, très clairement, elle est positive. Je ne vois pas un scénario inquiétant pour l'économie mondiale ou d'ailleurs pour les grandes économies développées cette année. Je vous laisse du coup la parole encore, Christopher. Quels seraient les 3, quelques indicateurs vraiment spécifiques à surveiller pour ce début d'année? Alors très clairement, je pense qu'il faudra regarder encore les indicateurs de liquidité. Un qui me paraît, moi, à titre personnel pertinent, c'est l'indicateur M2 de la masse monétaire aux États-Unis. En zone euro, c'est un peu moins un indicateur avancé. Mais tant que vous avez cet indicateur-là qui fonctionne bien, finalement, c'est une bonne dynamique. Je regarderai aussi du côté de la Chine, puisqu'on a eu des annonces il y a quelques jours de cela, y compris hier, où on va avoir a priori quand même une baisse du loyer de l'argent aussi en Chine, qui va être un peu plus ciblée. Hein. C'est la démarche qui est chinoise, mais c'est important, parce que la Chine a réitéré son objectif de 5% de croissance cette année. Ça me paraît ambitieux, mais il faudra donc baisser les taux. Donc, on va regarder ce qui se passe du côté des taux directeurs en Chine et de l'accès au crédit. Ça va être des éléments qui sont importants. Et peut-être, effectivement, le dernier point, c'est le consommateur américain. Donc, tous les indicateurs liés au consommateur américain. Vous avez un débat aujourd'hui au niveau des économistes, certains qui sont pessimistes sur le consommateur américain, d'autres qui le sont moins. Moi, je fais partie de ceux qui sont assez confiants, grosso modo, de mon point de vue, sur le consommateur américain. En 2 mots, vous avez 60% qui ont bénéficié, qui continuent de bénéficier du retour de la croissance, des hausses de pouvoir d'achat, hausses de salaire, etc. Vous avez 40% des ménages qui sont plutôt dans une situation de récession, mais du point de vue macroéconomique, ces 40% ont un rôle assez négligeable sur la dynamique économique. Donc, regardez quand même le consommateur américain, et c'est lié un peu à ce que disait Pierre précédemment sur le marché du travail, qui peut être un indicateur quand même de la dynamique en période en plus d'élection du mandat aux États-Unis.
Pierre, quelque chose à compléter donc sur ces indicateurs? Est-ce que vous voulez ajouter, vous, un indicateur spécifique à surveiller? Ah, Pierre, vous n'avez pas le micro. Pardon, je ne sais pas si c'est un indicateur, mais en tout cas, je pense que l'agenda géopolitique va continuer à avoir de l'importance, hein. C'est-à-dire que finalement, il va falloir être très attentif à ce qui se passe. Alors, c'est très difficile à prévoir, mais je dirais, il y a quand même… Surtout Trump est absolument imprévisible. Voilà, enfin, donc si on parle le de l'agenda Groenland, bon, géopolitique. si ça crée un clash entre l'Europe et les États-Unis, ce sera quand même un Bien sûr. problème, hein, il faut le reconnaître. Taïwan, bon, mais enfin, tout ça, je pense qu'il y a des risques avec lesquels il faut vivre. Et je pense que le marché apprend à vivre avec ces risques. Mais enfin, pour l'instant, le risque vénézuélien, c'est pas du tout comparable à ce qui se pourrait se passer s'il y avait un clash très profond entre les États-Unis et l'Europe au sujet du Groenland, hein, si tant est qu'il y ait quelque chose. Mais enfin, il va falloir être attentif à ce type de risque et ça peut créer des cassures, ça peut créer des consolidations de marché, ça peut créer des augmentations de primes de risque, etc., etc. Bien sûr. Donc justement, maintenant, j'aimerais qu'on fasse un focus finalement sur votre analyse sur les zones géographiques, plus précisément, à un moment donné où les chiffres de croissance ne constituent plus forcément des indicateurs fiables. Donc tout d'abord, Christopher, si on parle des États-Unis, quelle est votre position concrète sur les investissements à réaliser, votre analyse spécifiquement des US? Nous, on reste très optimiste sur le marché boursier américain. On ne pense pas qu'il y aura, si vous me permettez l'expression, un ruissellement, notamment vers les petites moyennes valeurs, parce qu'il y a des problèmes de rentabilité, en tout cas du côté américain, qui nous semblent un peu plus problématiques. Il y a certes des poches où on voit qu'il y a, y compris des excès, notamment tout ce qui est sur le quantum. On reste sur des grandes valeurs, très liquides. Bien évidemment, on pourra toujours rétorquer, il y a des problèmes potentiels de valorisation, certes pour certaines valeurs, mais si vous regardez par exemple une valeur comme Alphabet, on n'est pas à des niveaux de valorisation qui sont en tout cas gênants, qui sont problématiques. Tesla, il y a un débat, mais voilà, c'est la sélectivité qui doit prévaloir. Nous, on est sur une vision, on est sur une sorte de super cycle d'innovation de l'IA où vous avez différents segments qui performent plus ou moins bien en fonction soit de l'évolution du cycle, soit des flux de capitaux, etc. À un moment, notamment, vous aviez les centres de données qui étaient certes pertinents il y a quelques années cela. Aujourd'hui, nous, on voit plutôt un aspect sur la robotique. La robotique, pourquoi? Parce que Trump va notamment, a priori, annoncer un plan de relance dans ce domaine-là. Donc, ça devrait bénéficier à ce type de valeur. On voit aussi que l'IA a un impact réel sur tout ce qui est plateforme d'intermédiation. Alors, ça peut être aussi bien une plateforme comme Amazon que Meta. Et là, on voit des gains qui sont réels. On sera un peu plus prudent, notamment sur les semi-conducteurs. Et l'autre point, on peut éventuellement, même si ça reste très volatile, et là j'incite bien sûr plus à la prudence, aussi voir des applications concrètes de l'IA dans les biotechnologies qui ont eu une bonne année 2025. Attention, ça reste un secteur qui est très volatile, donc ça ne veut pas dire systématiquement que 2026 sera aussi porteur. Mais en tout cas, on ne voit pas un changement de paradigme qui est fondamental par rapport aux précédentes années, aux 2-3 dernières années, où fondamentalement, c'est quand même les grandes valeurs technologiques américaines qui vont toujours sortir du lot. Après, bien sûr, il faut voir certaines performent plus ou moins bien que d'autres. Amazon n'a pas affiché la meilleure performance en 2025, mais en revanche, je suis assez confiant sur le modèle d'affaires pour les années à venir. Donc, pour moi, ça paraît être une cible assez intéressante avec des niveaux de valorisation qui sont plutôt attrayants, par exemple. Donc, on n'arrive pas à décorréler finalement les US de la tech et de l'IA. Non, ça me paraît très compliqué aujourd'hui. Et si on regarde historiquement, dans tous les cas, sur le marché boursier, vous avez toujours eu des longs super cycles. Le niveau de concentration qu'on a peut être assez inconfortable en termes de performance, mais la réalité, on parle d'NVIDIA par exemple aussi. Exactement. Mais la réalité, c'est que vous n'avez pas d'autres acteurs qui sont aussi hégémoniques. Bien évidemment, tôt ou tard, vous aurez des acteurs qui vont créer des disruptions. Mais aujourd'hui, on ne les voit pas intervenir. Et même les acteurs chinois, pour nous, on jouera plutôt l'IA robotique en Chine, où il y a des vraies avancées, mais encore prudence, parce que beaucoup de ces acteurs, c'est sur du non-coté. Ce n'est pas des acteurs qui sont cotés en bourse. Donc, ça reste très compliqué. Donc, sur la thématique quand même, innovation liée à l'IA, ça reste les États-Unis, ça reste dominant et ça me paraît incontournable d'en avoir en portefeuille. Après, on peut discuter de la pondération, du risque de change comme c'est un sujet en 2025, mais ça reste en tout cas incontournable. Et du coup, Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la partie Europe? Qu'en est-il et quelle est votre analyse à la financière de l'échiquier? Bon, on reste positif sur l'Europe après une très belle année
2025, hein, il faut quand même le souligner, hein, avec une surperformance des marchés européens en euros, en tout cas à équidevise. Si on les prend en dollars, c'est une surperformance. Si on les prend en euros, c'est une surperformance par rapport au marché américain. Un environnement macroéconomique qui, je dirais, va rester, je dirais, dans le même, à peu près la même épure que celui qu'on a pu voir en 2025, mais je dirais deux, trois choses. Une plus grande diversité. Moi, ce qui se trouve intéressant sur l'Europe, en fait, c'est que je pense que depuis 2025, alors peut-être en partie aussi grâce, je dirais, à la faiblesse du dollar, mais l'Europe redevient, je dirais, un marché pour les investisseurs internationaux de diversification. Je pense que finalement, l'Europe avait été plus ou moins abandonnée. On voit bien que le niveau d'investissement international sur les marchés européens avait fortement baissé. Depuis l'année 2025, finalement, je pense que l'Europe reprend un intérêt comme un marché de diversification de risques par rapport au tout US. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte, et je pense que les investisseurs internationaux se rendent compte, que la performance européenne, elle a des moteurs qui sont très différents de la performance américaine. On voit bien que la performance américaine, comme me disait Christopher, a été très concentrée sur la tech. On voit bien que la tech européenne est pas du tout dans le même dynamisme que la tech américaine, hein, il faut être clair. Elle est même plutôt considérée comme étant une victime en fait du développement de l'intelligence artificielle. Mais en Europe, il y a d'autres moteurs de performance, des cycliques industriels de qualité, la thématique de l'électrification sur lesquels je pense que l'Europe est très bien positionnée. Le secteur bancaire qui a fait un très grand rallye, une revalorisation importante sur l'année 2025, mais qui reste toujours à des niveaux de valorisation qui sont, je dirais, raisonnables. Enfin, donc, il y a quand même cet atout-là. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que, bien évidemment, tout ça continue à être favorable en termes de flux d'investissement de la part d'investisseurs internationaux. Et donc, tout ça est supportif, en fait, pour les marchés européens. D'autre part, les marchés européens sont moins chers, même si, je dirais, le gap, enfin du moins l'écartement, s'est un peu comblé sur l'année 2025 et reste de toute façon très conséquent et à des niveaux élevés historiquement. Et puis, je dirais, il y a de la croissance bénéficiaire. Alors c'est intéressant parce que finalement, on parle de croissance bénéficiaire aujourd'hui d'environ 12% sur les US, je crois, hein, Christopher peut peut-être confirmer le chiffre. On parle de 5-6 sur l'Europe, mais si on regarde la zone euro, on est à 12 aussi. Hein. C'est-à-dire que, alors il faut se méfier de ces prévisions de croissance bénéficiaire de début d'année. On sait qu'elles sont toujours un peu optimistes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de différence en fait de croissance bénéficiaire. Mais les moteurs sont différents. Donc encore une fois, ça ne fait que renforcer l'attractivité du marché européen comme diversification pour les investisseurs internationaux par rapport à un risque sur les États-Unis, même si on partage tout à fait l'analyse de Christopher, qui est beaucoup plus concentrée en fait. Et peut-être un petit mot quand même sur la Chine et les émergents. Je vous propose, Christopher, de parler dire un petit mot de la Chine. Alors, sur la Chine, effectivement, c'est une très bonne année 2025 et notamment une très bonne deuxième partie d'année 2025. Quand on investit sur la Chine, grosso modo, vous n'avez pas une myriade quand même de secteurs qui sont extrêmement pertinents. Il y en a deux qui ont affiché de très bonnes performances, c'est les valeurs bancaires et financières, assez classiquement, et des grandes valeurs technologiques, donc les équivalents, effectivement, type Alibaba. Très certainement que la dynamique, que ce soit si on regarde en termes de valorisation, en termes de flux, va rester positive pour ces deux secteurs. Il y a un secteur qu'on commence à regarder qui peut être intéressant en Chine, c'est le secteur du luxe. Historiquement, bien sûr, si on joue le luxe, on va bien sûr beaucoup plus jouer des acteurs européens et notamment français qu'on connaît tous. La réalité, c'est quand même que le consommateur chinois aujourd'hui se porte sur des alternatives locales dans le domaine du luxe. Et ces acteurs-là sont cotés. Alors certes, il y a toujours les mêmes problèmes avec la Chine en termes de volatilité du marché, de gouvernance, etc. Mais en tout cas, ça peut être aussi un troisième secteur qui bénéficierait plutôt de flux positifs du côté chinois. Ça me paraît aussi assez incontournable d'être présent sur la Chine. En revanche, autant Europe et États-Unis, il n'y a pas de débat à être présent sur le long terme. La Chine, on peut aussi avoir de très mauvaises années. Effectivement, ça a pu être le cas il y a encore récemment. Donc, il faut être toujours très, très prudent, être sélectif. Et c'est là où, justement, la gestion active peut être, je pense, très différenciante sur ce type de marché et notamment sur le côté luxe chinois, avoir plutôt une valeur ajoutée supplémentaire. Pierre, un petit mot sur les émergents?
Est-ce que c'est un secteur sur la Chine, à surveiller que pour 2026? Oui, c'est un marché, la Chine, qui était devenu très peu cher, en fait. Et, finalement, parmi les marchés émergents, c'était quasiment le moins bien valorisé, donc il y a eu un phénomène de rattrapage. Il y a toujours quand même beaucoup de questions sur le consommateur chinois. On voit bien que malgré tous les efforts, en fait, gouvernementaux, on n'arrive pas à faire repartir le consommateur chinois. Alors, c'est une mauvaise nouvelle et c'est une bonne nouvelle parce que c'est toujours une nouvelle, c'est un élément positif pour le futur. Donc, je dirais. Alors, sur les émergents dans leur ensemble, bon, on reste favorable en fait sur les émergents. Ce qu'on constate, c'est qu'on a eu des dynamiques qui sont très importantes. Je regardais encore la croissance vietnamienne, 7% sur 2025. Donc on a des économies qui fonctionnent bien, qui s'autonomisent quand même de plus en plus, entre autres sur les grosses économies émergentes comme la Corée par exemple, qui peut contester le fait que ce soit un pays émergent, mais c'est considéré indiciellement comme un pays émergent. On a des spécialités sectorielles qui sont très, très favorables. Et je pense qu'il y a aussi, chaque année qui passe, en fait, solidifie le cas des émergents. C'est-à-dire que finalement, de plus en plus dans les grands pays émergents, les sociétés peuvent emprunter en devise locale, elles sont moins dépendantes du dollar, on a des économies sur lesquelles la consommation des ménages se développe et prend de l'importance, etc., etc. Donc, les émergents, bien sûr. Le gros sujet, c'est l'Inde. Est-ce qu'il faut revenir sur l'Inde? Est-ce que c'est le moment de revenir sur l'Inde après un marché qui a fait une pause en 2025? Entre autres parce que c'est un marché qui est considéré impacté négativement par le développement de l'intelligence artificielle qui pourrait rendre, je dirais, inintéressant toute une partie, tout un pan de l'économie cotée indienne qui sont de la sous-traitance informatique. À voir, je pense que ce ne sera pas aussi rapide que ça. Donc peut-être une petite lumière sur l'Inde, d'autant plus que la financière de l'Échiquier, on vient de lancer un fonds Échiquier India, donc on aimerait bien que les choses se passent bien et on pense que le timing n'est pas mauvais en tout cas. Très bien, et merci pour ces éclaircissements sur les zones. Alors, forcément, on ne peut pas avoir on est obligé de parler de zones. Et on a beaucoup parlé de secteurs aussi, tout ça est très lié. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde plus secteur par secteur, quelles sont les perspectives. Aujourd'hui, sur la technologie et l'IA, on en a déjà parlé, ça a été le moteur principal ces deux moteurs ont été les leaders de 2025. Est-ce qu'ils vont subsister en 2026? Alors, on va redire un petit mot rapide là-dessus. On a déjà parlé en parlant de zone géographique. Est-ce que ça restera le leader ce secteur de 2026 ou est-ce qu'il y a un effet de bulle dans ce domaine? Peut-être Christopher, vu que vous êtes les spécialistes des thématiques, des gestions thématiques, je vous laisse commencer à introduire ce sujet. Alors très clairement pas de bulle sur l'IA et pour moi s'il y a un sujet de bulle, c'est pas sur le côté, plutôt sur le non-côté. On a des excès, je penserais à OpenAI qui a un modèle d'affaires et des attentes en termes de chiffre d'affaires qui ne sont pas atteignables, mais c'est sur du non-côté. Sur le côté, il n'y a très clairement pas de bulle. Nous, ce qu'on mettrait plutôt en avant, c'est de plutôt se positionner, en tout cas sur le domaine technologique, plutôt se positionner sur des entreprises qui ont déjà un modèle d'affaires qui est rentable et simplement rajouter la brique de l'IA leur permet d'avoir soit plus de chiffre d'affaires, gain de productivité, etc. Je vous donne un exemple très clair, vous l'avez compris précédemment, j'aime bien Amazon. Bon, le niveau de valorisation est attrayant, mais il n'y a pas que cela. Si on regarde son modèle d'affaires, il est composé de 3 segments, bien évidemment, notamment le cloud. Ces 3 segments, si on anticipe qu'ils continuent sur le même rythme de croissance que les dernières années, qui ne sont pas des rythmes de croissance qui sont exorbitants, en 2030, donc c'est quasiment demain, on aura un doublement du chiffre d'affaires d'Amazon, avec en parallèle beaucoup de trésorerie, et tout ça, ces calculs-là, c'est fait sans avoir des estimations d'impact de l'IA, voire de la robotique aussi, qui est un sujet pour Amazon. Parce que bien évidemment, la réalité, c'est qu'on est incapable de savoir quel va être l'impact sur le chiffre d'affaires dans les années à venir. Donc simplement, si on a une continuité du modèle d'affaires d'Amazon, vous avez une entreprise qui s'en sort plutôt bien. Donc pour moi, c'est plutôt chercher des entreprises avec des modèles d'affaires qui sont rentables. La brique IA, c'est un atout supplémentaire. Mais avoir des sociétés dont le modèle d'affaires est uniquement dépendant de l'IA aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus problématique. C'est pour ça, par exemple, qu'OpenAI, je ne suis plus dubitatif à cet égard. Donc, prudence sur cet aspect, mais en tout cas, clairement, sur le côté, je ne vois pas du tout de bulle. Ça me paraît très, très net. Donc l'IA, oui, mais pas forcément un investissement direct, mais de toute façon, toute entreprise qui peut profiter de l'IA verra son développement. Exactement.
Et Pierre, c'est vrai que vous êtes aussi très présent sur le secteur de l'IA, hein, à la financière de l'échiquier. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous êtes d'accord avec Christopher? Il vaut mieux regarder les entreprises qui profiteront de l'IA plutôt que celles qui le développent directement. Et est-ce que aussi l'IA, vous avez notamment un fonds sur l'espace, également des fonds sur la défense. Est-ce que peut-être vous voulez parler du secteur de la défense et qu'est-ce que peut apporter l'IA là-dedans? Bon, je pense sur l'IA, j'en partage la vision de Christopher et je pense que c'est comme tout secteur, il évolue en fait, hein, les dynamiques évoluent. C'est vrai que dans la stratégie qui s'appelle Artificial Intelligence, que nos partenaires connaissent bien, puisqu'on a plus d'1 milliard d'actifs sous gestion, donc il doit y en avoir dans pas mal de portefeuilles. Je dirais, on est en train de faire évoluer en fait les thématiques sur lesquelles on s'investit, parce que en fait, au sein de cette grande thématique qu'est l'intelligence artificielle, il y a plein de sous-thématiques. Entre autres, on évolue sur le Edge AI, enfin sur les usages en fait, hein, plus que sur la thématique, je dirais, cloud data center, qui est un peu la thématique problématique aujourd'hui. Alors, ça va être difficile si un accident sur la dynamique d'investissement sur le cloud, probablement ça pourra créer une consolidation sur l'ensemble de la thématique, mais il y a des sous-thématiques sur lesquelles il y a plus de visibilité et sur lesquelles on a maintenant des démarrages, hein, c'est normal, hein, c'est comme ça qu'évolue un secteur. Donc je rappelle, hein, toujours en versement programmé, je dirais avec un regard un peu lointain, parce que c'est une opportunité fantastique, hein. Je dis toujours à nos partenaires, vous ne vous réveillez pas en 2035 avec vos enfants qui vous disent mais t'as pas investi sur l'intelligence artificielle alors que c'était partout dans les journaux. Une grande tendance de fond nécessaire. Bon, voilà. Alors il y a d'autres thématiques et c'est vrai que tu as très bien introduit le sujet qui nous semble pertinente. Par exemple la thématique spatiale qui est, je dirais, pas comparable à l'IA, mais sur lesquelles on a une dynamique qui est très profonde avec le mouvement de privatisation en fait de cette industrie qui a lieu depuis plusieurs années. Alors, il y a quelques héros, entre autres SpaceX, qui va peut-être d'ailleurs arriver sur le marché, mais il n'y a pas que SpaceX, il y a plein d'acteurs. Il y a entre autres des acteurs européens historiques, des acteurs américains qui sont des nouveaux arrivants. Il y a une déflation du prix de lancement qui est extraordinaire. Il y a un nouvel usage des orbites basses qui permettent de développer plein de nouveaux services, entre autres des services télécoms, et je pense que tout le monde l'a compris à travers l'actualité. Donc tout ça, ça nous paraît extrêmement pertinent, et la thématique sur laquelle on est en train de pas mal travailler maintenant, c'est tout ce qui est robotique humanoïde, hein. C'est vrai que ça peut paraître un peu de la science-fiction, mais je dirais il y a de tels progrès qui sont faits. Quand on les voit danser maintenant auprès de chanteurs ça permettra en Chine, de danser avec quelqu'un chez soi si on est seul, mais peut-être, je pense qu'il y aura plein de nouveaux usages et on commence à travailler effectivement sur cette thématique-là. Donc l'idée, je dirais, c'est peut-être aussi de diviser son risque par rapport à le tout AI, même si ça reste intéressant, avec des thématiques comme la robotique ou l'intelligence artificielle qui nous paraissent aussi très pertinentes. Voilà. Mais en tout cas, on est dans un monde qui change, ça bouge très vite, il y a des très fortes croissances. Après, il faut faire attention, et je pense qu'on a appris en 2022, hein, il faut faire attention à ne pas être trop investi sur des sociétés qui sont aujourd'hui surtout des projets avec beaucoup d'attentes, mais aucun chiffre en fait, ou des chiffres très limités. Donc, il faut rester sur du solide, hein, c'est ce qu'on essaie de faire. Christopher, Pierre disait, il ne faudrait pas se réveiller en 2035 et que les enfants disent aux parents, mais vous n'avez pas investi sur la thématique de l'IA. Qu'en est-il de la transition énergétique? Parce que vous êtes aussi chez Pictet très thématique là-dessus. Est-ce que c'est la même chose pour la transition énergétique? Alors oui, mais plus prudent. Nous, on sera extrêmement pragmatique sur ce sujet. Puisqu'on voit que la transition énergétique, et ça dépendra quel est le segment, est-ce que c'est géothermie, est-ce que c'est éolien, est-ce que c'est solaire, etc. C'est une thématique en bourse qui est très volatile. Certaines années, vous avez typiquement l'éolien qui s'en sort bien, d'autres le solaire qui est catastrophique. Donc ça reste quand même très très compliqué. Et surtout, on sort du spectre politique qui est de dire on va à tout prix sur la transition énergétique. Pour nous, ce qui compte sur ce sujet, c'est le signal prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et en l'occurrence c'est côté américain parce que c'est plus contestable côté européen,
le stockage, la production d'énergie renouvelable est moins cher aux États-Unis que le stockage et la production d'énergie fossile. Donc automatiquement, on le voit très bien, le gouvernement américain, et notamment il y a 6 mois de cela, a pérennisé des investissements qui vont surtout bénéficier au solaire américain. Mais il faut être extrêmement prudent. Aujourd'hui, j'irai moins, par exemple, sur de l'éolien, mais j'irai très clairement sur des entreprises cotées dans le solaire, qui sont américaines, qui sont cotées aux États-Unis, parce que le gouvernement américain a grosso modo quasiment mis en place 2 sujets. Un, des subventions jusqu'en 2033 pour ce secteur-là. Donc, c'est déjà une très belle opportunité. Le deuxième point, c'est qu'ils ont mis en place un outil de protectionnisme qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont mis dans ce cadre-là désigné les entreprises étrangères qui ne pouvaient pas avoir accès quasiment au marché public américain. Donc, grosso modo, c'est des acteurs américains qui vont bien s'en sortir. Mais autant sur l'IA, je dirais indéniablement, allons-y, il n'y a pas de débat. Sur la transition énergétique, il faut être très sélectif, être habile aussi, parce que d'une année sur l'autre, ça ne va pas être systématiquement le même sous-segment qui va bien performer. Et ça reste très, très compliqué. Hein. Si vous regardez, on parlait de 2022 précédemment, je crois que c'était 2022 où ça a été quand même une assez forte hémorragie sur la transition énergétique. Donc, seulement quelques fonds s'en sont bien sortis au niveau des principaux fonds qui sont positionnés à cet égard. Donc, ça dépend vraiment de la gestion derrière, du contact avec les entreprises, l'anticipation des gérants. Donc, oui, mais en étant extrêmement prudent. Aujourd'hui, typiquement, je peux vous dire, nous, on jouera plutôt le solaire, mais solaire américain. Donc, c'est vraiment une niche de marché qui s'en sort plutôt bien, qui s'en est bien sorti effectivement en 2025, et on pense que ça va continuer en 2026. Rapidement, un petit mot peut-être sur le secteur de la finance qui a été un gagnant de 2025 avec un double effet de la baisse des taux et l'amélioration de la productivité via l'IA. Est-ce que ce sera aussi des gagnants de 2026, notamment en Europe? Et on en a parlé un petit peu aussi en Chine. Pour moi ou pour vous. D'accord, pour Christopher et... Alors oui, de manière très pragmatique, hein, nous, on n'est pas du tout positionné sur les valeurs bancaires et financières, ce qui n'empêche pas d'y voir aussi des opportunités, et à juste titre des opportunités au niveau notamment du bancaire européen. Grosso modo, on pense que la dynamique va perdurer, mais on ira plutôt, si on rentre dans la sélectivité géographique, on ira plutôt vers des valeurs bancaires italiennes et notamment espagnoles qui s'imposent vraiment comme des mastodontes européens, que ce soit Unicredit ou encore Santander. Pourquoi on ira plutôt vers ces banques plutôt que les banques françaises ou notamment allemandes? C'est tout simplement lorsqu'on regarde les ratios financiers. Grosso modo, du côté italien, espagnol, vous avez des ROI qui sont autour de 20%, vous avez des coefficients d'exploitation autour de 40%, on est plutôt autour de 60% du côté français. Donc, ça nous paraît en termes purement de ratio, une dynamique plus favorable du côté des pays du Sud et une capacité aussi aujourd'hui à être les moteurs d'une éventuelle consolidation, on l'attend toujours, du secteur bancaire européen. Mais très clairement, les banques font partie très certainement des gagnants de l'année 2026. J'ai assez peu de doutes à cet égard, en tout cas les banques européennes et même américaines. Et Pierre, étant donné que la financière de l'échiquier est plus investie peut-être Europe, c'est aussi votre analyse sur les secteurs et le positionnement donc italien et espagnol. Alors, moi je pense qu'il va falloir être très sélectif en fait, hein, c'est quand même un secteur qui a bien progressé. C'est vrai que les banques italiennes et les banques espagnoles sont plus rentables aujourd'hui, mais finalement, est-ce qu'elles ne sont pas arrivées à une sorte d'étiage qui va être compliqué à dépasser? D'autant plus qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a une complexité dont peu de monde parle sur 2026, c'est que l'Italie et l'Espagne ont bénéficié beaucoup de subventions européennes et que en 2026, elles ne les auront plus. Donc, je dirais dans le plan de relance européen. Donc, est-ce que les dynamiques, je dirais, locales vont rester aussi fortes? On verra bien. Bon, je pense qu'il y a toujours, hein, enfin, en tout cas, il y a beaucoup on voit bien le secteur français est en retard en termes de rentabilité. La rentabilité s'améliore, les banques sont en train de travailler, etc., etc. Moi, je dois avouer que je pense qu'il y a toujours beaucoup d'espace sur des dossiers comme Société Générale, entre autres, hein, vraiment sur lesquels on a un management qui est en train d'essayer de réduire la prime de risque, qui reste quand même élevée, dont souffre la Société Générale. Donc, le risque, en fait, sur le business model de la Société Générale, mais on verra un peu ce qui se passe. En tout cas, bon,
fera pas 70% hein, sur le secteur bancaire, probablement, ça, il faut reconnaître que ça a été un secteur extraordinaire, mais n'oublions pas, on a eu des bonnes performances sur les utilities, ça me paraît constituer un secteur qui reste intéressant, l'assurance continue à être intéressant, enfin, etc., etc. Il va falloir être mobile, hein, il va falloir être malin, il va falloir se remettre en question, et il y a un élément qui est important, je pense, et qui me semble très intéressant, c'est qu'on a un facteur, alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec le terme de facteur, mais enfin c'est une sorte de définition, je dirais, sous-jacente je dirais, de caractéristiques des différents titres. Il y a un facteur qui s'appelle la qualité, hein, donc les titres qui offrent une forte visibilité, peu d'endettement, des parts de marché élevées, des rentabilités élevées. C'est un compartiment de marché qui a extrêmement mal performé depuis quasiment un an, ou sinon un an et demi, hein, sur lequel on a vu un effondrement de la prime que le marché a accepté de payer pour accéder finalement à ces qualités constitutives qu'on retrouve sur ces entreprises dites de croissance de qualité. Et on pense qu'il y a un environnement qui redevient plus constructif en fait. Hein. C'est vrai que on voit bien que ça a été très cyclique et assez peu défensif, hein, le marché en 2025. Il pourrait redevenir un peu plus, je dirais, équilibré. Et ça pourrait être favorable à ce type de titres hein, qui ont quand même pas mal, qui ont mal performé, il faut le reconnaître. Hein. Les vedettes historiques des marchés n'ont pas forcément été les meilleures performances. Merci Pierre, c'est une transition toute trouvée justement pour vous interroger maintenant un petit peu façon combiniste, c'est-à-dire que je veux une réponse courte. Face à voilà, deux, trois choix. Donc, parlons valeur, value ou croissance. Bah, Pierre, du coup, value ou croissance pour cette année? Vaut mieux acheter cher de la qualité ou acheter du pas cher ou du mal aimé? La qualité est redevenue à un prix extrêmement attractif. Donc, j'aime beaucoup la qualité, mais moi, j'aime bien les fonds blend, en fait. Hein. Je pense que c'est le grand retour de stratégie comme Echequia Agressor ou un fonds qui est dans notre gamme qui s'appelle Tocqueville Euro Equity, qui est un mélange, en fait, de ces deux familles. Pendant des années, en fait, le value a été abandonné et été considéré, mais dans un environnement de taux qui était complètement truqué par les politiques des banques centrales face à un environnement macroéconomique très incertain, comme on se le rappelle. Aujourd'hui, on est dans un environnement, pour une réponse en un mot, c'est pas mal. On est dans un environnement, je dirais, de normalisation de taux. Ça redevient favorable, en fait, aux deux. Et il y a des choses intéressantes des deux côtés. Donc, ni l'un ni l'autre, des fonds blend. L'un et l'autre. Okay. Christopher, value, croissance pour 2026, évidemment. Si je dois me positionner, et si vous êtes familier avec Pictet, on aura plutôt un biais très clairement sur la croissance. Donc, croissance. Croissance, très bien. Une thématique? Allez, une seule. Chez Pictet pour commencer, puisque vous êtes les spécialistes. Alors, aucun de la doute, thématique. Robotique. Robotique. Allez. Pierre, une thématique 2026? On aime toujours beaucoup Space. Ah, Space, très bien. Et puis alors donc parlons taille de capitalisation, plutôt small mid ou large cap? Large cap. Ouais. Il y a une belle opportunité en small mid, mais ça fait plusieurs trimestres, sinon semestres qu'on le dit. Qu'on attend le rebond. Ça devient très compliqué de tenir la position, mais je pense que si on a la paix en Ukraine, ou un assagissement du conflit. Ça a beaucoup souffert à partir du conflit ukrainien quand même. Hein. Donc, espérons. Donc, plutôt large pour, en tout cas, 2026, sauf si le contexte géopolitique s'éclaircit. Et du coup, plutôt valeur domestique ou valeur internationale? Internationale. Ouais, je pense que, enfin, alors ça contredit un peu les small mid, je dirais, c'est ça qui est terrible, mais international, et on a le privilège en Europe d'avoir le marché sur lequel probablement on a la plus forte exposition internationale. C'est une des autres qualités du marché européen hein, par rapport à tous les autres marchés. Finalement, on a des entreprises qui sont extrêmement internationales. Alors maintenant, après avoir parlé plutôt côté action, on va parler un peu d'obligations sous ce même format, plutôt dette souveraine ou dette corporate? Corporate. Corpo, toujours. Corpo, ouais. Même si les taux remontent avec de la France. Avec de la duration sur l'investment grade et moins de duration sur le high yield, probablement. Ouais, pareil.
Là, vous êtes en train de me spoiler mes questions suivantes. Là. Donc, investment grade ou high yield? Ah, ben, idéalement, yield. Ouais. les deux, mais avec je dirais des stratégies donc de la prime de duration risque est payée. différentes. D'accord. Bah, du coup, durée courte ou durée longue? Si je reste sur le high yield, durée courte, donc. Ouais. Plutôt durée courte en high yield et plutôt durée longue en investment grade. En fait, on voit bien quand même que les spreads se sont pas mal contractés. Donc les spreads, hein, je rappelle, c'est l'écart de taux que le marché demande en fait pour porter un risque par rapport à une dette d'État considérée comme sans risque. Voilà, nous on pense qu'il y a de la place en fait pour se positionner sur des stratégies absolute return en fait sur le crédit, entre autres qui permettent de tamponner ou de compenser en partie ce risque-là grâce à des stratégies, des moteurs internes qui peuvent être du long short, qui peuvent être de l'arbitrage, etc., etc. Et qu'en est-il de dollars ou euros? Christopher, peut-être Bon, comme on a un biais américain, je vais vous dire dollar malgré tout. Parce que, bon, vu qu'on met en avant quand même ce biais américain, dans tous les cas, vous aurez toujours le dollar. Donc, dollar. Pierre? J'espère que ça se stabilise. Je pense que si le dollar se renforçait, ce serait une énorme surprise. Mais la stabilisation, c'est déjà une très bonne nouvelle. Très bien, merci beaucoup pour voilà, ce petit focus rapide sur chacune de ces possibilités. Donc maintenant, j'aimerais simplement qu'on parle quand même un petit peu aussi des niveaux de valorisation actuels. Est-ce qu'ils sont réellement en adéquation avec les fondamentaux économiques? Et dans ce contexte, donc, subsiste-t-il encore des poches d'opportunités à identifier pour 2026? Concrètement, si on sort de la thématique américaine, technologique, dans quel secteur, soit géographique, soit d'investissement, soit en termes d'obligations, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'aller pour cette année? Christopher, je vais commencer. Moi, il y a une thématique. Alors bon, voilà, les Pierre. valorisations, on en a parlé rapidement en fait. Des valorisations, on sait que c'est plus cher aux États-Unis, mais on sait que si on retire, je dirais les mag 7 ou 10, en fait, on se retrouve sur des valorisations qui sont plus comparables à l'Europe, ou du moins avec un delta qui est moins élevé. On sait que l'Europe aujourd'hui, de façon littérale, est moins chère. J'ai dit que la croissance bénéficiaire est à peu près comparable entre la zone euro et les États-Unis. Donc, je dirais, ce qui est sûr, c'est que si on regarde les valorisations de façon littérale, on se dit c'est quand même assez cher aux US, c'est moins cher en Europe. C'est bon, je dirais ça, c'est le constat qu'on peut faire. Après, si on commence à parler secteur, on a parlé du secteur des financières, bon d'accord. Il y a un secteur qui me paraît très en retard, qui nous paraît nous attractif, même si c'est très compliqué. C'est le secteur de la santé, en fait, qui aujourd'hui on trouve finalement des entreprises de qualité avec une forte visibilité, mais il faut accepter un peu le risque du bruit en provenance des États-Unis sur l'environnement tarifaire, etc., etc. Mais il y a de belles opportunités sur le secteur de la santé, entre autres, qui est un secteur qui a été vraiment délaissé, qui est un peu je serais tenté de dire le malade de ces dernières années. Il faut reconnaître qu'il avait bénéficié d'un engouement extrêmement élevé pendant la crise Covid, et en fait, il a fallu aussi revenir sur des valorisations plus raisonnables. Mais je pense que le process de correction des valorisations est derrière nous. Donc, Christopher, sans être dans la tendance justement globale et d'être plus opportuniste, qu'est-ce que vous identifieriez comme secteur également? Ou comme secteur, comme action, comme titre vif, peu importe, la parole est libre. Alors, ce serait plutôt en termes de zone géographique, si on est vraiment purement opportuniste et qu'on regarde les valorisations, très clairement, j'irais vers les actions émergentes et les actions frontières, des marchés frontières. Je crois que Pierre avait évoqué le Vietnam précédemment. Si vous regardez, par exemple, le Vietnam est un très bon exemple. Vous avez une hausse du marché action de 40%, donc en dollars, sur l'année 2025. On a atteint un plus haut historique. C'est un marché qui est assez diversifié. Vous avez
comme assez souvent le cas sur les marchés frontières et émergents, une grosse pondération des valeurs bancaires, souvent des entreprises publiques, mais vous avez aussi des conglomérats privés qui sont intéressants. Une bonne résilience, parce que typiquement, le marché boursier vietnamien avait chuté d'à peu près 20% dans la foulée du jour de la libération. Le Vietnam faisait partie des pays lourdement ciblés par l'administration Trump, et il s'est assez vite redressé, puisque à partir du point bas, il y a eu un rallye quand même de 60%. Et on voit que ce type de mouvement et cette résilience, on l'observe dans beaucoup de marchés émergents et marchés frontières. Là, au niveau des marchés frontières, si on regarde en agrégat, vous avez une hausse à peu près de 44% en dollars de tous les marchés frontières cette année. Donc, ça peut être assez intéressant en termes de diversification. Bien évidemment, là, vous passez par des fonds parce qu'il faut vraiment une expertise extrêmement importante du gérant. Il doit être en contact avec les autorités locales, etc. Mais il y a de très, très belles opportunités. Et si on regarde uniquement sur les marchés frontières, vous avez quasiment tous qui sont très nettement sous-valorisés. Il y en a un aujourd'hui qui est survalorisé, c'est le marché boursier marocain, c'est le seul. Mais tous les autres, vous avez donc des opportunités. Donc en termes de diversification, pour ne pas rester uniquement sur Europe, États-Unis, voire Chine, c'est vrai que les marchés frontières peuvent être pertinents. Et concrètement, donc chacun d'entre vous, pour résumer sur la gamme, si vous avez juste 2 fonds brièvement à mettre en avant, soit un fonds opportuniste et un fonds de tendance, qu'est-ce que l'un et l'autre je résume, je veux mettre 2 fonds de votre gamme, lesquels je choisis pour cette année 2026. Christopher? Alors, Robotics, sans surprise, j'avais été, je pense, assez limpide. Ouais. Et si on reste sur la thématique, essayer d'aller sur les marchés frontières, les marchés émergents, on a Sirius qui est assez intéressant, qui a une très très bonne performance, avec surtout un gérant qui connaît très très bien, peut-être d'ailleurs un jour vous pourriez l'inviter, qui peut vous parler même des spécificités du marché boursier ou de marché obligataire serbe. Donc il connaît très très bien ces marchés, il affiche derrière cela une très bonne performance. Donc c'est un beau fonds qui peut être pertinent effectivement. Merci. Pierre? Bon, alors, moi, je ne résiste pas à parler d'échiquier space, hein, donc fonds sur la thématique spatiale, pour rester cohérent sur les thématiques. On est d'accord qu'il y a des dynamiques qui sont précédemment très attractives. Et puis après, je pense à tous nos partenaires qui cherchent une solution un peu prudente dans un environnement où finalement les monétaires ont des taux qui baissent, les assureurs restent généreux sur les bonus, sur le fonds euro, mais ils demandent d'investir en UC parallèlement. Les DAT, CAT qui, quand ils sont renouvelés, déçoivent en fait vos clients qui finalement se rendent compte que les taux ont quand même pas mal baissé. Et donc, je vous invite à regarder un fonds qu'on vient de lancer qui s'appelle Échiquier Absolute Return Credit, donc qu'on appelle dans notre petit langage ARC, qui est en fait un fonds qu'on a retailisé, qu'on a adapté à la distribution, qu'on a fait inscrire sur toutes les bonnes plateformes d'assurance vie, mais qui est un fonds qui existe depuis 2019 au sein de la gamme de notre actionnaire, je rappelle, la Banque Postale Asset Management, LBPAM, une équipe qui a fait les preuves de la qualité de ses stratégies. L'avantage, c'est que c'est un peu tout terrain. Je pense que l'année 2022 est là pour le prouver. Vous vous rappelez que ça a été une année catastrophique sur tous les produits obligataires. Le fonds avait baissé à cette époque-là que de 3,4%, 8,5% de hausse de l'année qui avait suivi, 24 aussi. On vient de terminer 25 sur à peu près une performance de 4,6, 4,7. Donc, c'est une bonne solution, en fait, pour, je dirais, un client qui est prudent. C'est même une solution qu'on utilise de plus en plus dans des propositions de trésorerie d'entreprise, hein, puisque je rappelle qu'on fait de la gestion sous mandat pour certains de nos partenaires CGP à la financière de l'échiquier. Donc, voilà, je ne résiste pas à venir souligner cette nouvelle offre que l'on a qui me paraît très attractive et très diversifiante par rapport à d'autres solutions Absolute Return taux que vous connaissez bien, qui ont eu beaucoup de succès, avec des taux de corrélation qui sont de l'ordre de 0,4, 0,5, donc tout à fait complémentaires. Merci en tout cas Pierre de nous avoir proposé aussi des alternatives prudentes, puisqu'on avait parlé plutôt de fonds relativement dynamiques. Donc pour conclure, je pense que donc cette année 2026 sera vraisemblablement tirée encore une fois par les États-Unis, par les valeurs technologiques et l'intelligence artificielle. J'aimerais encore quand même un tout petit
mot là-dessus, puisque on peut être inquiet des flux qui se dirigent vers la gestion passive. Et est-ce que c'est pas un risque justement, notamment pour l'Europe, parce que là, en gestion passive, tout se concentre vers des très grosses capitalisations et vers une très grande concentration, rappelons justement sur Nvidia. Est-ce que c'est un risque global pour l'investisseur de vouloir trop se concentrer sur la gestion passive, ou au contraire une opportunité pour réduire les coûts? C'est les deux finalement. Et si on se place vraiment sur le côté investisseur, je peux parfaitement comprendre qu'un investisseur souhaite être positionné sur un ETF MSCI World. En revanche, par exemple, même sur la tech, à un certain stade, et on l'a évoqué, vous aurez des gagnants et vous aurez des perdants. Et c'est là où peut-être, effectivement, soit on va sur des fonds, soit effectivement, potentiellement d'ailleurs des ETF actifs, mais le passif ne sera pas en mesure justement de faire cette différenciation. Et je vous donne un exemple même très concret. Si vous aviez un ETF donc passif sur les énergies renouvelables en 2022, il n'était pas en mesure de savoir. Les performances sont exécrables, catastrophiques. Je crois de mémoire, c'est du moins 30, parfois moins 40%, parce que justement, vous n'aviez pas cette capacité derrière cela d'avoir des gérants qui se disent ça va être plutôt l'année du solaire ou l'année du renouvelable ou l'année de l'éolien, etc. Donc, sur certains segments, je peux comprendre, et je le fais à titre personnel aussi. En revanche, je crois que les deux approches sont complémentaires et c'est ça qu'il faut voir. Donc, pour la grande tendance monde, pourquoi pas? Par contre, Ouais. si on veut aller chercher des valeurs, notamment certainement européennes, les indices ne reflètent certainement pas, en tout cas, une qualité qui pourrait être réalisée en gestion active. Exactement. Et c'est là où c'est le job des gérants d'être différenciant justement à cet égard. On les paye pour ça. Et je pense que ça peut être tout à fait complémentaire. C'est ce que je fais d'ailleurs à titre personnel. Donc, je pense comme beaucoup de monde, ce qui est assez cohérent. Donc finalement, pour 2026, on garde les fondamentaux, c'est-à-dire de la diversification, tant sectorielle que géographique, et pourquoi pas mettre une dose de... Ah, Pierre, non, je veux simplement dire quelque chose sur la passive. gestion. C'est vrai que la gestion passive performe bien ces dernières années, mais encore une fois, la gestion passive est très avantagée dans des marchés haussiers. Dans des marchés baissiers, il ne faut pas oublier que la gestion passive est probablement perdante, puisqu'en fait, elle ne fait que reproduire. Elle n'a pas de capacité d'adapter en fait son choix de valeur à un environnement qui est plus compliqué. C'est vrai que on se rend compte finalement, et surtout sur des marchés sur lesquels il y a des concentrations très très importantes, avec des titres qui parfois dépassent des poids de 10% sur certains indices, on peut pas, enfin il y a des réglementations UCITS qui font qu'on ne peut pas avoir plus de 10% d'exposition sur certains titres. En fait, la gestion active a des difficultés structurelles pour battre la gestion passive. Exactement. Merci en tout cas, Pierre, et merci Christopher pour avoir contribué à ce débat et à ces perspectives 2026. Je vais laisser la parole à Pascal pour les questions des personnes qui nous suivent en live. Alors, merci Marie. Je suis ravi de ce débat de très très haut niveau. Donc, on espère qu'effectivement les tendances vont pouvoir perdurer. Et merci à vous tous de vos indications plus que pertinentes. Les questions, écoutez, je pense que vous avez fait le tour parce que exceptionnellement, nous n'avons pas de questions donc de nos auditeurs. Alors, ça veut dire que vous avez répondu pleinement à leur questionnement de début d'année. Je voudrais profiter de l'occasion, Eve-Marie, que vous me donnez pour vous rappeler que de toutes les façons, que ce soit Pierre ou Christopher, vous pouvez les suivre sur Patrimeta d'une façon assez explicite et toutes les semaines, puisque par définition, via la lettre hebdomadaire, vous aurez une accessibilité très rapide à leurs chroniques et à leur point de vue. Je vous propose peut-être de vous rappeler, si mon écran veut bien se partager, voilà, c'est fantastique. Lorsque vous allez aller, d'abord, juste un point pour répondre à Pierre, donc le fonds Échiquier Arc, nos abonnés ont eu la chance de le voir et d'être présenté au mois de décembre, puisqu'on a fait une session sur performance absolue et Échiquier Arc était bien présent. Par contre, pour répondre à Christopher, moi j'aimerais bien
qu'on fasse une présentation sur Cyrus, parce que ça me paraît particulièrement pertinent de faire ça sous forme d'interview. Ça me paraît assez intéressant pour nos abonnés. Et puis, effectivement, lorsque vous allez aller d'une façon directe sur les stands, tant de l'échiquier, bah, vous allez retrouver très rapidement l'ensemble des informations qui sont proposées. Donc, vous voyez, par exemple, on a Pierre qui nous présente à la fois ses éditos, mais aussi, on a bien sûr le macroscope. Et lorsque on va chez Pictet AM, vous avez bien évidemment l'ensemble des informations qui vous sont fournies, avec notamment les différents podcasts de Christopher, mais aussi toutes les perspectives, toutes les informations et le fameux Terre d'épargne qui vous apporte toute la compréhension nécessaire à la gestion de vos allocations des actifs confiés par vos CGP. Alors, je ne vais pas beaucoup plus loin, puisque qu'on reste dans les temps impartis. Et puis, il va me rester l'occasion de vous remercier vraiment très chaleureusement pour cette présentation et ce premier débat de l'année. Très intéressant. Je pense qu'on sera obligé d'en faire un. Vu l'année qui s'annonce, on va peut-être être obligé d'en faire plusieurs dans l'année, puisque je pense que ça risque de changer assez rapidement. Et donc, peut-être qu'on se reverra au mois de juin pour retravailler ce sujet sur les perspectives. Merci à vous tous les trois. Merci à Eve-Marie d'avoir animé ce débat avec sa fougue habituelle et sa pertinence habituelle. Merci à Christopher et Pierre pour l'ensemble de leurs commentaires et leur analyse. Merci Pascal. Merci beaucoup. Merci Pierre, merci Christopher. Merci à toutes et à tous.